j'ai essayé de prendre un point de vue un peu différent ou décalé, parce qu'évidemment, pour et contre, on ne sait pas trop, mais j'ai voulu jouer justement sur la question du contre, déjà, pour vous amener des éléments de réflexion, parce que je me suis dit, en fait, on peut être contre et on peut être contre. Et vu que c'est le matin, je me suis dit que des images, ça pouvait aussi nous faire du bien. Donc cette voiture est contre un arbre et cette femme est contre un arbre. La question, c'était d'essayer de se dire, finalement, on peut être comment par rapport à cette question du numérique? Est-ce qu'on peut être complètement dedans ou est-ce qu'on peut y être collé? Enfin, je crois que vos deux topos, ils amenaient déjà cette réflexion-là. Donc on peut être collé aux écrans, aux chiffres, c'est ce que vous nous avez dit. Le risque, c'est d'être envahi et complètement pris tout le temps dans ces questions quantitatives et d'emmagasinage de données plutôt. Je me disais, le risque aussi, ce serait de s'y croire, de penser que toutes les simulations vont nous permettre d'appréhender toutes les situations de toute la réalité. Et puis le risque serait de penser que sans le numérique, on ne pourrait plus rien. Au fond, on serait complètement démunis si jamais tous nos systèmes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la panne, ou le piratage des hôpitaux, comme on a vécu ça il y a quelques temps. Donc ça nous pose des questions complexes, évidemment. Alors on peut être contre, on peut aussi être opposé. Alors moi je vous proposerais ça. Au fond, ça nous amène, toutes ces questions-là doivent nous amener à réfléchir à la question de la qualité clinique du lien. Au fond, comment est-ce qu'on traite cette question de qualité clinique du lien au travers de nos outils numériques aujourd'hui? Et évidemment, une situation préétablie, ça restera une situation préétablie. Quand on fait des simulations, on fait travailler sur des simulations, il y en a un ou une ou un ordinateur qui a pensé, enfin qui a créé cette simulation-là. Bien souvent, on s'aperçoit qu'on s'amuse plus à chercher à déjouer l'idée de celui qui l'a créée plutôt qu'à vivre la simulation. Donc on sait bien qu'on est dans une simulation au fond. Donc c'est intéressant de penser aussi ces questions-là et comment est-ce qu'au travers de nos mises en scène, on en parlait hier avec un collègue, entre travailler sur des simulations, sur des types jeux de rôle informatisés ou bien avec des comédiens, déjà on n'a pas affaire à la même chose. Parce que le jeu de rôle ne réagit pas comme la personne en face. Et donc on peut opposer ces simulations à une situation clinique qui par nature est imprévisible. Alors juste avant tu parlais de la pandémie, effectivement on peut être attentif à et essayer de faire attention, essayer de voir de l'avant, mais on voit bien qu'on ne peut pas prédire la totalité des choses. Parce que de fait, il y a quelque chose qui nous échappe dans toute situation clinique et qui est inhérente à la subjectivité qui va être contenue dans la situation. Je prends cet exemple de la médecine de guerre ou de la médecine dégradée, hein, c'est-à-dire que le travail qu'on peut faire aujourd'hui à partir de ce qu'on vient de vivre, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à se mettre dans une situation où l'idée, c'est peut-être pas tellement de pouvoir réagir à tout ce qui se présente, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on a la capacité ou pas de s'adapter en dehors des cadres qu'on a habituellement. Autrement dit, la qualité, c'est de pouvoir sortir du cadre au moment où c'est nécessaire, et pas forcément de sortir du cadre de manière complètement désordonnée et paniquée, mais de pouvoir sortir du cadre en sachant qu'on va s'appuyer sur d'autres capacités auxquelles on n'a pas accès dans des périodes habituelles parce qu'on est organisé autrement. Ça, c'est un travail qui a été fait ces dernières semaines à Genève avec l'équipe de réanimation qui s'est dit justement, au fond, si on était coupé de tout, si on n'avait plus rien, qu'est-ce qu'on ferait? Et ils se sont aperçus que certains soignants avaient des capacités qu'ils ne pouvaient pas utiliser habituellement parce que pris dans les protocoles, mais que si on descend ces protocoles ou si on les dégrade, à ce moment-là, les compétences de ces personnes-là peuvent être utilisées alors que ce n'est pas leur métier. C'est très intéressant de les voir se rendre compte de ça. Moi, je sais faire ça, mais je ne peux pas l'utiliser d'habitude. Là, dans la situation, je peux dire que je sais le faire, c'est pas mon métier, mais du coup, je vais pouvoir le faire. Et ça, on a tendance à sortir de ces schémas-là dans nos habitudes extrêmement organisées. Et puis aussi, un des risques, enfin en tout cas, des choses auxquelles j'avais envie de vous rendre attentif, c'est que la question de la subjectivité dans son rapport à l'objectivité, hein, vouloir tout rendre objectif, ça nous dégage de la subjectivité. Et le risque, c'est de perdre cet élément-là. Pour la petite histoire, l'objectivité, c'est jeter au devant, c'est objectif, hein, c'est projeter devant soi, c'est projeter soi devant soi. Donc ça traite bien de toute manière de notre subjectivité.
autrement dit, le discours du patient, si on veut encore continuer de jouer avec ça, il est objectif pour lui. Il n'est pas forcément objectif pour les autres, mais mon discours à moi, il est objectif pour moi-même. Dans les oppositions aussi, je voulais vous parler de cette qualité, de la capacité d'apprendre de nos expériences de débordement et de ceux des autres. Donc ça doit passer par des partages d'expériences. Alors comment est-ce qu'on partage nos expériences? Effectivement, on partage au travers des publications, au travers des échanges autour des publications. On partage aussi en se parlant beaucoup. C'est important de se parler. Les interstices, alors je ne sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça les interstices, c'est tous les endroits où on ne travaille pas, c'est les couloirs, c'est les salles de pause, c'est ces endroits-là où on échange sur nos expériences et on s'enrichit. Alors effectivement, on ne s'enrichit pas en allant chercher les infos sur le net, mais on s'enrichit dans et toi, tu as fait comment là avec Madame Mintel alors moi j'étais embarrassé avec ça, mais oui, mais moi d'habitude je fais plutôt comme ça. Ah bon, enfin voilà, je vous apprends rien là-dessus, mais ces espaces sont extrêmement riches et importants. D'une certaine manière, malheureusement, le fonctionnement administratif tend à réduire de plus en plus parce qu'on considère que ce temps-là n'est pas un temps quantifiable, mais il est extrêmement important parce qu'il est très très enrichissant. En fait, on enrichit les personnes dans ces espaces. Et on enrichit indirectement l'hôpital parce que ces gens-là qui s'entreprennent les choses dans ces espaces-là, ils vont ensuite le réutiliser dans leur pratique. Mais on a tendance à oublier un peu ces schémas-là. Évidemment, c'est pas parce qu'on aura tout essayé virtuellement qu'on va être des super praticiens ou des super cliniciens. Hein. Le gap entre la réalité et la virtualité, il est assez grand. Par contre, le numérique peut nous servir. Il y a pas mal de textes qui sortent en ce moment sur les ados et le numérique. Le travail thérapeutique au travers des outils du numérique aussi. On réfléchit beaucoup à ces questions. Le risque, ce serait d'inverser le processus, ce serait de se faire déborder par nos systèmes numériques et de se retrouver contrôlés nous. Enfin, on flirte avec ça quand même, de se retrouver, tu me disais tout à l'heure, dépendant du téléphone qui est là, qui nous appelle. En fait, on est libre de répondre. On oublie juste qu'on est libre de répondre. Et on oublie juste que c'est pas parce qu'on a lu un message qu'on doit y répondre. Pour ce que tu disais tout à l'heure, vous savez, les accusés de réception, on sait que les autres l'ont lu, mais pourquoi il répond pas? Parce qu'il a le droit de pas répondre. Et du coup, on aurait le risque aussi de s'oublier soi-même là-dedans, donc de plus penser à soi, de plus intégrer les signes cliniques, de plus travailler avec. Et je prenais l'exemple des navigateurs. Quand tout tombe en panne, il leur reste les étoiles, leur capacité à ressentir la mer, le vent, etc. Et le bateau continue d'avancer, fort heureusement. Donc je pensais à quelques questions que je voulais partager avec vous. Comment est-ce qu'on articule tout ça? Comment est-ce qu'on articule le progrès, les connaissances et puis les outils de simulation qui se développent de plus en plus et qui nous sont très utiles. Mais comment on ne perd pas de vue une pratique, une sensibilité clinique? Il y aurait peut-être une utilisation parcimonieuse du numérique ou à bon escient du numérique, je ne sais pas. C'est incontournable, évidemment, mais donc on ne peut pas l'éviter complètement, on est obligé de faire avec, finalement. Et puis, je me disais, au fond, des fois, on est tenté d'aller très très vite. On est tenté d'aller très très vite, on communique très très vite, et puis après, on s'aperçoit que ce patient, on lui a déjà dit, je lui ai déjà dit 3 fois, là où il en est, j'ai l'impression qu'il n'a rien compris. Oui, alors est-ce que j'ai pris le temps d'être avec lui pour quand je lui dis quelque chose, d'écouter si lui, il m'en dit quelque chose? Tout ce temps-là, ce temps qui est du coup très clinique, qu'on a tendance peut-être des fois à ratatiner un peu. Vous savez, ces patients qui ont un tube dans la bouche, qui essayent de vous dire un truc, ça prend des plombes, alors que vous avez plein de choses à faire. Si seulement il pouvait parler plus vite. Il fait ce qu'il peut, le pauvre homme. Et du coup, ça nous prend du temps, tout ça, et on ne peut pas faire autrement que faire avec ce temps-là. Donc gagner du temps, c'est pas toujours un gage de gain de qualité. Des fois, vous savez, on va très vite et puis on fait pas très très bien non plus. Donc on ne peut pas éviter ce développement, on ne peut pas éviter la technologie. Par contre, on a le droit de chercher à savoir comment on l'utilise et de savoir comment on l'utilise du mieux possible pour en garder, je ne sais pas si je dirais le contrôle, mais en tout cas un œil sur la façon dont ces outils-là viennent des fois nous martyriser. Alors je voulais juste vous renvoyer à ce bouquin. Si vous ne l'avez pas, mettez-le dans un coin de votre bibliothèque ou pour caler un pied de lit ou je ne sais pas quoi, mais de temps en temps ouvrez-le. C'est un vieux bonhomme, c'est un sociologue
qui a donc écrit ce bouquin de l'angoisse à la méthode, un livre qui est vraiment intéressant, qui montre comment on s'organise, comment on crée des méthodes, et puis qui dit à l'intérieur de ce bouquin que l'observateur modifie l'observé et est modifié par l'observateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans une rencontre, on est modifié par ce qu'on vit et ce qu'on vit nous modifie. Et ce double lien-là, il est vraiment important à penser, c'est-à-dire que nos objets numériques nous modifient autant qu'on les modifie. Et je crois que ça fait partie des choses importantes à avoir à l'esprit. Et je voulais finir par une image que vous connaissez tous et toutes, pardon, je suis retombé sur cette image, je me dis oui, alors quelle serait cette scène mythique et mystique à l'ère du numérique? Voilà, ça pourrait donner ça. Vous la connaissez cette image? Je vous remercie.